Bonjour chers étudiants, voici notre troisième enregistrement pour ce premier chapitre. Exactement, nous sommes au niveau du deuxième, de la deuxième section, le but de l'activité économique. Et pour des raisons purement techniques, vous allez aujourd'hui recevoir 2 enregistrements. Donc, en effet, après avoir tenté de définir l'économie selon les différents changements de l'être humain, de son histoire, de sa société et de son développement aussi, nous abordons la notion de besoin, d'utilité et de bien économique. Donc, en économie, la notion de besoin est considérée comme une donnée qui peut changer. Donc, l'économie ne s'intéresse pas à la production des besoins. Mais cela n'empêche, on doit bien connaître que signifie le mot besoin en économie. Il s'agit d'une sensation d'insatisfaction qui ne peut être affectée qu'au prix d'un effort. L'effort du bien que nous allons consommer pour satisfaire ce besoin. Le besoin peut être psychologique, comme manger, boire, dormir, s'habiller. Ça peut être social, comme lorsque vous allez au restaurant pour manger, et là c'est pour une vie, c'est pour vous et pour la vie de votre société aussi. Le besoin peut dépendre aussi du développement technologique. Vous pouvez avoir un téléphone portable, n'importe lequel, ancien par exemple, mais sans caméra aujourd'hui, c'est presque impossible. Vu le développement actuel et pour regarder et suivre vos professeurs, vous-même par exemple, votre besoin a changé vers un portable plus sophistiqué. En économie, cela va se traduire par une échelle individuelle de besoins et le consommateur, vous et moi, on s'interroge ou on s'intéresse à, combien acheter de fruits et de légumes ou de viande, d'habits, de vêtements, où on va habiter, la quantité d'énergie que nous allons consommer, les moyens de transport que nous pouvons, prendre. Donc, nos besoins, les besoins quotidiens et comment on va ou je vais ou vous allez me comporter pour satisfaire ces besoins. C'est ce qu'on appelle l'utilité. À l'échelle de l'État ou la nation, c'est-à-dire une échelle plus générale, l'État doit connaître les nombres d'habitants par région, leurs besoins pour prévoir le nombre d'hôpitaux, d'écoles, de routes en fonction, bien sûr, du budget qu'elle va allouer. Donc, on se trouve devant un cercle de besoins qui seront satisfaits par la consommation de biens économiques afin d'avoir cette utilité. Ces besoins peuvent être classés selon différents classements. Les classements les plus retenus, ce sont les 4 classements que vous avez. Ce sont en général 2 grandes catégories. La première catégorie, c'est faire une distinction entre des besoins primaires et secondaires. Et une deuxième catégorie entre un bien individuel, vous le consommez vous seulement, ou bien un bien qui doit être consommé en collectivité. Donc, nous retenons 4 catégories de besoins. Première catégorie, pour les besoins primaires, il s'agit des biens pour vivre, la nourriture, les vêtements, les habitats, l'habitation, la santé, l'éducation, la police ou la justice, ainsi de suite. On a vraiment besoin de ça, on ne peut pas vivre sans. Deuxième catégorie des besoins secondaires qui nous permettent d'appartenir et de vivre avec le reste de la société, comme votre téléphone, votre télévision, votre voiture. Donc, les biens qui ne sont pas nécessaires pour vous, mais qui nous permettent de rester connectés avec la société. Les besoins individuels, pour eux, ce sont
les besoins propres à vous seul, vos lunettes, votre voiture personnelle, heu, tout ce qui vous appartient ou bien, vous pouvez, le consommer seulement vous seul. Le besoin collectif, c'est tout à fait le contraire du précédent. Ils satisfont les besoins communs par plusieurs personnes. Ces besoins doivent être consommés par plusieurs personnes en même temps, comme les écoles, les hôpitaux, les bus, les routes. Donc, on ne peut pas les consommer un par un, mais ils sont consommés par toute une catégorie de consommateurs. Donc, pour analyser et étudier, nous allons revenir au cycle et au cercle besoins, utilité et biens économiques. Donc, encore, nous avons la définition du besoin et on rappelle qu'en économie, on ne s'intéresse pas à la souffrance des gens quand ils ont besoin de quelque chose, mais on s'intéresse aux biens qui vont satisfaire ces besoins. C'est ce que nous allons voir plus tard dans l'utilité. On cherche quels sont ces biens économiques et leurs caractéristiques qui sont doués d'apporter cette utilité. En économie, on s'intéresse à cette loi ou cette règle qui permet à ces biens économiques d'avoir cette attitude d'utilitaire ou d'être utilisés. Nous allons donc chercher et observer les comportements des gens et des familles, ce que nous appelons les ménages, pour comprendre la théorie du besoin. Donc, comme pour les autres sciences, pour comprendre un phénomène, on doit bien l'observer. Pour comprendre la théorie du besoin, deux statisticiens allemands ont observé plus de 150 ménages ou familles et ont constaté des comportements qui se répètent à chaque changement où ils ont pu généraliser ces comportements et ils ont déduit ce qu'on appelle des lois. Donc, il y a la loi de Gossen relative à son nom et la loi d'Angel relative à son nom aussi. Pour la première loi, appelée la loi d'Angel, il s'agit de lois empiriques, c'est-à-dire expérimentées sur 153 familles ou ménages à l'époque et revérifiées actuellement par des statistiques. L'expérience se base sur un changement dans les revenus pour les ménages à faible revenu et pour les ménages à revenus élevés. On a constaté 3 lois pour les revenus à hauts revenus et 3 lois pour les revenus faibles. Nous commençons par les revenus élevés. Si on affecte un changement ou une augmentation pour ces revenus élevés, les gens qui sont riches, nous allons voir que leur comportement sera le suivant. La première loi, même avec l'augmentation des salaires des riches, s'il y a une augmentation des revenus pour les ménages à haut revenu, la proportion ou la partie réservée à l'alimentation ne va pas changer, elle va rester la même. La partie ou la proportion consacrée, réservée à l'habitation, au chauffage, elle restera constante, la même. Par contre, la proportion allouée, réservée aux produits de luxe, aux voyages, aux charités, à l'éducation, elle sera croissante, elle va augmenter suite à l'augmentation de leurs revenus, ceci pour un ménage de haut revenu. Maintenant, pour le ménage à revenu bas, c'est-à-dire un petit peu pauvres, ils sont pauvres. Une augmentation, par exemple, de 10% dans leurs revenus elle va donner les lois suivantes. Une augmentation considérable dans la consommation de l'alimentation et l'habitation. Automatiquement, les gens pauvres, ils vont, si vous voulez, augmenter leur alimentation et leur habitation et leur habillement. Deuxième loi, même avec une légère augmentation dans leurs revenus, cela ne va pas leur permettre de changer les biens de chauffage ou bien les maisons. La part réservée à la charité, aux loisirs et à l'éducation,
ne va subir aucun changement parce que ce sont des gens qui ont une priorité de s'alimenter et d'habiter peut-être et pas plus. Donc, c'était là la loi d'Angèle, quelque chose que vous pouvez remarquer même vous en observant la société. Pour la loi de Gossen, pour ce statisticien, cette loi, là encore, elle a été retirée de l'observation de plusieurs ménages pour une durée assez longue pour tirer les comportements dans le temps et selon les différentes situations. Il en sort qu'il y a deux lois pour Gossen. Une dite de satiabilité des besoins, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on n'a plus besoin de la consommation d'un bien économique, c'est-à-dire que le besoin est saturé. Et c'est là que l'on doit s'arrêter de consommer si on est des agents rationnels, c'est-à-dire la rationalité, c'est at-tarshid, pour ne pas gaspiller ou même passer à une désutilité. C'est-à-dire que si on continue à consommer ce bien au-delà de la satiabilité de notre besoin, c'est-à-dire فوق الطاقة الاحتياج, cela va donner des effets négatifs. C'est aussi calculé. On retrouve, comme on va le voir, une utilité négative. Pour sa dernière loi appelée la loi de comparabilité subjective des biens, connue comme vous le constatez, elle stipule que les agents économiques ou les individus, vous, moi, votre famille, doivent comparer les besoins, même si la comparaison parfois elle est difficile, ou c'est pourquoi on a dit qu'elle est subjective, car ce n'est pas exact, c'est subjectif, ce n'est pas exact, ce n'est pas objectif. Ces besoins ne sont pas tous comparables et ne sont pas de la même nature. Donc, ou encore, en économie, et comme elle est considérée comme une science par la démarche qu'elle suit dans son analyse, on se pose toujours l'hypothèse que tous les individus ou les agents économiques sont raisonnables et rationnels, c'est-à-dire aqlaniyin. Tous ces individus sont capables et peuvent faire une hiérarchie ou un classement dans l'intensité des besoins, c'est-à-dire connaître des besoins essentiels et vitaux et connaître ses besoins secondaires ou d'intensité inférieure, c'est-à-dire les besoins qui ne sont pas très essentiels, pas urgents à les consommer. Donc, dès que vous pouvez classer ces besoins, vous allez répartir votre budget d'une manière raisonnable sur ces besoins. Pour des raisons techniques, je vais arrêter cet enregistrement et vous allez reprendre un deuxième tout de suite.